Bonjour, salut les bananes, Rosalie, on the road. Il fait beau, le soleil s'annonce fort présent pour la semaine prochaine, donc c'est cool. Il faut apprécier toutes les météos et toutes les saisons de manière générale, donc c'est top. Donc voilà, ouais, je suis pété les petits accessoires Stella Dot et tout, ça faisait longtemps que je n'avais pas mis mes totems. Cette belle marque de bijoux, accessoires made in US, enfin plutôt realized and designed in US, fabriqué en Asie. Et ben c'est vrai que c'est une activité qui m'a vraiment permis de prendre conscience de ma capacité à entreprendre. C'est vrai que jusque-là, j'avais pas forcément réalisé. Et donc voilà, tout ça, pourquoi je vous raconte tout ça. Je vous raconte tout ça parce que c'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Et de manière générale, je pense qu'on se perd en fait dans des objectifs, on se perd en fait sur ce qu'on pense être quelque chose qui nous tient à cœur, et en réalité c'est plus ce regard des autres qui nous tient à cœur. Et je voulais revenir là-dessus parce que c'est important. Beaucoup de gens en fait m'ont interrogé et m'ont demandé pourquoi j'avais créé en fait ce blog et pourquoi j'avais créé Journal d'une banane. Banane parce que ça fait sourire, hein. Et bien tout simplement parce que j'étais dans une phase de ma vie où ça n'a pas été facile. L'histoire, bah voilà, si vous jetez un coup d'œil sur l'article de mon blog, j'explique en fait quel a été en fait cet élément catalyseur qui m'a un peu bouleversée, et ça a été en fait la maladie de ma dernière petite. Donc je suis tombée enceinte en fait de ma petite dernière, j'en ai 4. Et donc pour mes 3 premières grossesses, tout s'est bien passé. Et à ma dernière, bah, effectivement, ça a été plus compliqué. Donc c'était une maladie microkystique, et donc du coup, cette maladie m'a mis dans une sorte de torpeur. C'était un bouleversement. Je savais plus du tout qui j'étais, ce que je voulais. J'avais l'impression vraiment de me sentir inutile aussi en tant que mère. Dans ce rôle qui pour moi était hyper important, bah, je me sentais comme une merde. Et en fait, le souci, c'est que lorsque vous sentez déjà quand l'environnement se fragilise, quand tout se bouscule et que tout devient difficile, et qu'en plus vous avez un événement qui vous tombe sur la tronche, et ben en fait ça fait un effet domino. Vous perdez confiance dans la vie, vous perdez confiance en vous, vous perdez en confiance en vos compétences, en vos capacités, et c'est ce qui s'est passé chez moi. Donc ça, c'était en fait en 2014, lorsque je suis tombée enceinte de ma petite dernière, et à partir de 2014 jusqu'à 2016, et ben, il s'est passé presque 2 ans. 2 ans où en fait j'étais complètement paumée et où je ne m'autorisais pas à vivre ma vie pleinement, parce que j'étais dans l'incertitude par rapport à la maladie, et c'est vrai que je ne savais plus trop qui j'étais. Et j'ai été vraiment dans une dynamique où j'avais qu'une envie, c'était vraiment qu'on me sauve ma fille, voilà, qu'on me sauve ma fille. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'avais pas entrepris pour les bonnes raisons pour cette société à l'époque, parce que je l'avais fait en réalité pour mon mari, et c'était une très mauvaise raison, parce que la motivation de faire les choses pour les autres, c'est juste bullshit, c'est une très mauvaise idée. On fait les choses avant tout pour soi, et je l'ai compris vraiment avec cet épisode de 2 années qui m'a obligée finalement à me recentrer, à m'interroger, à me questionner sur ce que je voulais. Et donc du coup, quand on m'a sauvé ma petite Lily, il s'est passé un truc, c'est que waouh, j'étais super heureuse, super soulagée. J'avais l'impression qu'on m'avait retiré un poids, et que là je pouvais m'autoriser à revivre, à redresser un peu la tête et à ne plus encaisser. En fait, on prend conscience d'une chose, c'est que quand vous faites face à la mort, c'est assez dingue de voir qu'effectivement, face à une situation, on peut tout à fait réagir différemment. Et moi, c'est vrai que cette maladie, pour moi, qui est portée en fait de la vie 3 fois, de me dire que ma 4e, je savais pas, ça m'a mis dans un chaos total. Alors que et moi, vraiment, j'avais ce risque, de l'opération, de savoir si oui ou non elle va vraiment bien s'en sortir et tout. Je j'avais pas cette assurance-là, donc j'étais pas du tout à l'aise. Alors que mon mari, pas du tout. Il n'avait pas du tout le même rapport à cette maladie, et pour lui, il l'a considéré comme ça va être une petite appendicite qu'on va régler. Mais du coup, ça n'a pas produit la même chose chez moi et chez lui. Et c'est normal, chaque personne est différente. Et moi, du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment ça m'a mis en mode accélération, entre guillemets, sur ce que je voulais. Et donc ce que je voulais absolument, c'était que ma fille survive à tout ça. Et quand on me l'a sauvée, oh là là, le soulagement, quoi. J'étais trop heureuse, et je me suis dit, Rosalie, finalement t'as tout pour être heureuse en réalité. Quand t'es mort, t'es mort, tu peux pas agir, tu peux rien faire. Mais lorsque tu survis à ça, en fait tu te dis
Il n'y a que toi en fait qui est responsable de ton bonheur. Il n'y a que toi qui peut vraiment il y a que toi, et t'as tout ce qu'il faut pour être heureuse, donc vas-y quoi, il faut y aller quoi. Et c'est vrai que cette nana, la nana que j'étais devenue au bout de 2 ans, je la reconnaissais, je me reconnaissais pas, je l'aimais pas, et je me sentais pas bien dans ma peau quoi. J'avais l'impression que j'étais une nana flippée tout le temps, j'avais peur de tout, j'avais peur qu'on m'appelle, j'avais peur qu'on me sollicite. Je me suis dit j'ai pas la force d'assumer des responsabilités, là j'étais mais complètement rincée. Et donc du coup quand les chirurgiens l'ont sauvé, il s'est passé un truc dans ma tête, c'est que je me suis dit, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me reconnecter, j'ai besoin de retrouver la nana que j'étais avant la maladie. Il y a un avant maladie, il y a une Rosalie avant la maladie, une Rosalie après la maladie. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais qu'une envie, c'était de me vider de mes angoisses. Ça, c'était vraiment l'étape vraiment première. De me dire, c'est bon, ces peurs-là, j'en ai marre qu'elles m'accompagnent. La peur de l'abandon, la peur voilà, la peur de tout, quoi. La peur de perdre quelque chose. Enfin, c'était trop chelou. Et puis en fait, l'envie de me vider de mes kilos aussi. Parce que je ressemblais plus à rien avec 4 grossesses. J'étais pas bien dans ma peau. J'aimais pas le reflet de mon image dans le miroir. Je m'aimais pas. Je m'aimais vraiment pas et j'avais vraiment pas confiance en moi à ce moment-là, franchement. Alors les gens me disent, ah bon, t'avais pas confiance en toi? Oui. Et oui, ça peut arriver à n'importe qui. Mais c'est pas insurmontable. Ça peut arriver et c'est pour ça que je l'explique en fait dans un article de mon blog que la confiance, ça s'entretient, ça se soigne et il faut investir. Il faut nourrir tout ça, il faut le développer. Et ne jamais arrêter de le développer. Et ça passe par plein d'étapes, mais voilà, j'aurai l'occasion de le développer. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que ça m'a motivée à savoir ce que je voulais. Ça m'a vraiment motivée à vouloir ce que je voulais. Et à ce moment-là, la première étape, c'était de dire, là, j'ai besoin de reprendre confiance en moi. Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, c'est passé par la partie physique. Et je vous parle en fait d'un programme qui est génial, qui s'appelle le Top Body Challenge. Le Top Body Challenge, c'est un programme en fait qu'a créé Sonia. Ce programme m'a permis en fait de retrouver une certaine forme physique. Je voyais en fait des nanas 12 semaines avant, 12 semaines après, je me dis waouh, mais comment on peut obtenir des résultats comme ça quoi. La nana, tu la voyais totalement transformée. Je me dis c'est fou ça, c'est fou. Waouh, j'étais vraiment impressionnée. Et puis c'est vrai que en plus avec les 4 grossesses, j'avais complètement arrêté le sport. Donc du coup, alors qu'avant je faisais beaucoup de sport, je faisais du taekwondo, je faisais la course à pied, je faisais du vélo, de la natation, je faisais plein d'activités sportives. Et d'un coup, avec mes grossesses, j'avais totalement arrêté. Et c'est vrai que là, je revenais de très très loin. Et donc du coup, je vois les nanas et je me dis, Rosalie, franchement, 12 semaines dans une vie, qu'est-ce que c'est quoi? 12 semaines dans une vie, c'est rien, c'est que dalle. Vas-y, ça vaut le coup quoi, vraiment de fournir ces efforts-là pour essayer de retrouver un semblant de confiance et de confiance en moi, parce que finalement le corps, l'aspect en fait physique extérieur, ça permettait effectivement d'avoir un peu de confiance en soi, parce que voilà, mais c'était qu'à l'extérieur en réalité, parce qu'au bout de 12 semaines, j'ai effectivement je me suis transformée, j'ai réussi à retrouver un corps dans lequel je me trouvais à nouveau bien. C'est sûr, j'aurais pas mon corps c'est plus compliqué d'avoir mon corps avant grossesse, mais en tout cas je suis contente, je suis bien dans ma peau, je me sens mieux et donc du coup c'est vrai que ça a été une étape où je me suis dit bon cool, je me sens mieux là. Maintenant comment je peux faire pour me sentir bien à l'intérieur? Et à l'intérieur, c'est vrai que je sentais bien que ma confiance n'était pas tout à fait là. J'avais peur encore de me relancer dans les différentes activités. Je ne voulais pas qu'on me sollicite. J'étais toujours pas très très bien dans ma peau et j'avais pas encore confiance vraiment en moi. Donc ce qui s'est passé, c'est que je commençais à m'ouvrir un peu sur tout l'aspect développement personnel que je ne connaissais pas. J'ai découvert en fait des articles passionnants qui parlait justement en fait de plein de méthodes, de plein de processus en fait pour prendre confiance en soi. Parce que c'est vrai que j'avais un vrai problème de ok, merci. Ça peut être cool de me laisser passer, merci. Merci madame. De confiance en soi et en fait je suis tombée par hasard sur un article qui parlait du rituel matinal. Donc rituel matinal, je trouvais ça ok, c'était intéressant. Ça parlait pourquoi se lever à 5h30 tous les matins.
Et je lui dis wow, 5h30, ok. Donc l'article m'interpelle. Et pour un rituel matinal pour se sentir bien, attention. Alors là, je dis waouh, se lever si tôt et se sentir bien, c'est assez. C'est assez antinomique comme notion, quoi. J'avais un peu du mal à saisir le truc. Et finalement, c'est vrai que ça avait beaucoup de sens. Donc, yep. Donc ça avait du sens. Donc cet article, en fait, il m'a interpellée et je l'ai lu. Et en fait, il expliquait quoi? C'était en fait le résumé d'un livre qui s'appelle The Miracle Morning de Hal Elrod. Hal Elrod, qui est en fait un auteur conférencier américain, qui explique en fait pour avoir entre guillemets une vie à niveau 100%, il faut se lever plus tôt pour travailler sur des activités à très forte valeur ajoutée pour ta personne. Et donc du coup, pourquoi faire ça? Tout simplement parce que un rituel, une discipline avec un rituel matinal que tu appliques tous les jours, te permettra, quand tu l'appliques de manière quotidienne, te permettra de manière indéniable d'atteindre tes objectifs de vie. Et donc du coup, c'était intéressant comme notion de se dire, tu te disciplines à atteindre en fait des objectifs en fait quotidiens. Du coup, ça te permet d'atteindre des objectifs du coup hebdo, donc des objectifs mensuels et donc des objectifs en fait à long terme, c'est-à-dire ton objectif de vie. J'ai trouvé ça très 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 intéressant de faire en fait le parallèle entre ces notions en fait d'objectifs finalement court terme qui rejoignent en fait un objectif de vie. Et donc là, je trouvais ça assez fascinant et il expliquait que du coup il y avait 5 activités à faire le matin avant de démarrer ta journée pour t'énergiser et te permettre en fait de tout accomplir et de tout dépoter. Et donc je regarde les activités et les activités en question, c'est quoi? 1. La lecture. 2. L'écriture. 3. La méditation. 4. L'affirmation et la visualisation entre guillemets de tes objectifs. Et surtout, le sport. Et là je dis, c'est intéressant tout ça. C'est intéressant en fait de se dire que en ayant cette discipline, que tu puisses en fait atteindre tes objectifs et finalement tout accomplir. Donc moi j'ai plutôt bien adoré en fait ce concept. Je trouvais ça vraiment cool. Et donc je me suis intéressée à cet article et j'ai commencé en fait à m'interroger en me disant mais c'est vrai, alors tout ça pour un objectif de vie, mais Rosalie, c'est quoi le tien? C'est quoi d'ailleurs ton objectif de vie? Je ne savais pas en réalité, j'avais pas du tout pris conscience de ça. Je ne savais pas ce que je voulais. Et je me dis, très bonne question. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai googlé. J'ai googlé sur Google, recherche, objectif de vie, comment faire. Et donc du coup, quand j'ai googlé ce truc-là, en fait ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait plusieurs techniques, plusieurs processus, plusieurs méthodes pour en fait savoir comment trouver ton objectif de vie. Donc, bref, moi j'ai trouvé ça cool. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ouais, c'est vrai Rosalie, maintenant avec cette technique-là, qu'est-ce que j'en fais? Je regarde les différentes méthodes et en fait, une question parmi toutes ces méthodes m'interpelle. Et la question est, s'il te reste 3 mois à vivre, qu'est-ce que tu modifies dans ton quotidien? Et donc du coup, cette question, elle m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, c'est fou, c'est pas si tu meurs demain, qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment, il te reste 3 mois et qu'est-ce que tu modifies dans ton quotidien? Et là, je me suis dit, waouh. En fait, ça me remettait en perspective en fait face à la mort et ça m'a fait forcément pleurer parce que je repensais encore à mes filles. Mais je me disais, là, c'est la situation inverse, c'est-à-dire que j'avais la peur en fait de perdre l'une de mes filles et là, d'un coup, je me disais, un jour, moi, je disparais. Qu'est-ce qui se passe? Et là, du coup, cette perspective m'a fait chialer, m'a fait pleurer. Pas parce que je disparaissais, mais parce que je me suis dit, j'ai pensé tout de suite à mes filles et je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur laisser? Qu'est-ce que je vais leur laisser à part cette image de cette nana de cette mère qui à la fin, sur la fin, là je me suis dit, parce que je me suis mise tout de suite, là, c'est-à-dire que je me posais la question là maintenant, il me reste 3 mois à vivre. Et là je me suis dit, mince, les derniers moments où elles m'ont vu, c'était en train d'être flippée, d'avoir peur, de m'occuper, de me renfermer. Et je me suis dit, mais mince, c'est pas ça en fait que j'ai envie de laisser à mes filles comme héritage et en termes d'image de moi. Et puis surtout, j'avais qu'une envie, c'était de penser à mes filles et de me dire, moi j'ai envie qu'elles comprennent en fait tout mon cheminement et tout ce que je suis en train de vivre. Et
la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était, alors c'est marrant parce que mon mari me dit, moi je contracte une assurance vie. T'es pragmatique le gars. Mais en fait, moi je me suis dit non, surtout pas, parce que le pire qu'on puisse faire en termes de cadeaux, je pense à nos enfants, c'est pas de leur donner entre guillemets plein d'argent ou plein de poissons. En fait, pour les nourrir, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt leur donner la capacité en fait à pêcher. Et je pense que c'était vraiment ça. Et moi, du coup, dans ma tête, je me suis dit, la première chose que j'ai envie de leur laisser, c'est vraiment un bouquin. C'est un bouquin, c'est un livre en fait que je vais leur laisser, et surtout de leur dire, mes filles, vous êtes 4 futures femmes en devenir, surtout n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. N'ayez pas peur en fait d'être imparfaite. N'ayez pas peur de sortir de vos zones de confort. Tout ce que vous pouvez accomplir, vous pouvez le réussir, et surtout n'ayez pas peur. Et ça a été vraiment le truc vraiment qui m'a qui m'a propulsée en fait dans ce projet d'écriture. Et je me suis dit c'est marrant quand même, parce que ça rejoint aussi mes premiers amours, parce que j'ai fait des études littéraires. Et du coup je me suis dit en fait c'est ça que je veux leur laisser. C'est vraiment leur dire que si un jour je disparais, que je leur laisse en fait un bouquin, que ce bouquin en fait retrace un peu mon parcours de vie, mais surtout leur donne entre guillemets des petites clés, des petits outils pour leur dire les filles surtout n'ayez pas peur, prenez votre propre chemin, là c'est le mien, il peut peut-être vous inspirer, mais en tout cas suivez bien le vôtre, n'ayez pas peur. N'ayez surtout pas peur, parce que c'est que comme ça qu'on peut en fait savoir de quoi on est capable. Et donc du coup c'est fou, parce que l'effet que ça m'a fait, c'est qu'à un moment donné je me suis interrogée, je me suis dit mais c'est vrai Rosalie, ne sois pas flippée, j'étais pas prête à revenir sur Bubble Fever. Et finalement l'activité que j'ai reprise, ça a été finalement cette activité de bijoux. Et cette activité de bijoux, ça a été aussi beaucoup d'audace, et c'était un peu ma crise à moi d'adolescente tardive, mais pour une fois je m'affranchissais aussi du regard des autres, c'est-à-dire que je m'affranchissais du regard de la société. C'est-à-dire quand j'ai annoncé à mon mari que je voulais me lancer dans les bijoux, il m'a dit mais arrête, t'es taré quoi. Qu'est-ce que tu me fais, me prendre un poste en CDI, ramène-moi un vrai salaire de cadre, et qu'on n'en parle plus, parce que soit tu reviens sur Bubble pour travailler et redresser la boîte, soit voilà, tu me ramènes un vrai salaire et tu vas postuler ailleurs. Et donc je lui ai dit non, que je ressentais pas cette envie-là, et que j'avais pas envie d'aller là-dessus, et que j'avais besoin de faire mon propre cheminement. Ma mère était aussi très flippée, parce qu'elle m'a dit t'es sûre, t'es vraiment sûre, t'as fait toutes tes études pour vendre des bijoux, c'est quand même bizarre. Mais si c'est vraiment ça que tu veux, voilà, je te suis. J'ai dit oui, c'est vraiment ça que je veux. Et donc c'est vrai que quelque part, c'était la première fois que je me souciais pas en fait de ce qu'on allait penser de moi ou de ce qu'on allait dire. Je l'ai fait parce que j'avais juste envie. Et finalement, cette petite activité, elle m'a permis tellement de choses, parce que j'avais une totale liberté à la fois d'action et de décision, et que ça m'a donné encore plus de pouvoir, encore plus de puissance, et encore plus d'assurance en fait sur ma manière d'appréhender les choses. Donc j'ai qu'un seul conseil à vous dire et à vous donner, c'est vraiment faites les choses avec le cœur. L'objectif en fait, c'est vrai que c'est pas facile de s'interroger, de se poser des questions, mais moi ça a été la question qui m'a aidé en fait à déterminer mon objectif, me dire que quoi qu'il arrive, ce que je veux, c'est en fait leur partager. C'était partager ça à mes filles, mais partager au-delà. Et c'est comme ça que ça a pris la forme du blog Journal d'une banane. Voilà pour la petite histoire d'aujourd'hui. Donc c'était un peu long cette fois-ci, mais voilà, pour ceux qui me connaissent, voilà, je parle beaucoup, je suis comme ça, mais voilà, en tout cas si ça peut vous aider, si ça peut vous être utile, sachez qu'il n'y a pas de chemin tout tracé, chacun son style, il n'y a pas de règles, faut juste le sentir et ne pas avoir peur. Si ça vous fait peur, c'est qu'il faut y aller, si ça vous fait peur, c'est que sincèrement, c'est que il faut surmonter ça. C'est normal que ça vous donne des chatouilles, c'est normal que ça doit vous faire retourner le bide et tout. Mais vraiment, j'ai qu'un seul conseil à vous dire, c'est allez-y. Entourez-vous vraiment des personnes qui vont vous soutenir, vous encourager, et puis surtout faites-vous confiance. Donc nourrissez ça, estimez-vous, respectez-vous, aimez-vous, et tout ira bien. Voilà, salut les bananes, ciao ciao.